L'invité de ce Smart Impact, c'est Léo Delon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de l'ITA Espresso. Votre ambition, j'avais lu ça en préparant l'émission, c'est de révolutionner la consommation de café en entreprise. Avec quel levier, quel principe ? Donc nous, on va se différencier selon 3 axes avec l'ITA Espresso. Donc un premier axe, c'est qualité. Donc c'est-à-dire qu'on travaille sur de la torréfaction artisanale. On a établi nos recettes avec un meilleur ouvrier de France, premier meilleur ouvrier de France café. On a un gros axe développement durable aussi. C'est-à-dire qu'on a étudié on a fait une analyse du cycle de vie d'une tasse de café. On a identifié tous les impacts. Et en fait, via de l'éco-innovation, on va venir réduire cet impact à chaque étape du cycle de vie. Voilà. Et un troisième axe, c'est la proximité. On accompagne des gens qui, un Français sur 2 rêve de créer leur entreprise. Nous, on les accompagne dans la création de leur entreprise. Et leur mission, ça va être de proposer de solutions café et un service de proximité aux clients de leur zone. Alors déjà, on peut démarrer par le constat. Le café, c'est un produit, une boisson particulièrement émettrice de gaz à effet de serre ? Oui, tout à fait. Alors, il y a différents impacts. On va parler de la culture du café. En fait, le café consomme beaucoup d'eau pour sa culture. Après, il y a le transport. Bien sûr. C'est forcément loin. C'est forcément loin, voilà. Peut-être que ça viendra malheureusement, mais pour le moment ça pousse pas en France. Après il y a la torréfaction, donc qui est en fait la cuisson du café qui là se fait en France. Il y a la machine qui est utilisée pour extraire le café. Et après il y a la fin de vie des déchets, que ce soit la capsule ou le marc de café. Voilà. Donc à chaque étape, on essaye de réduire cet impact. C'est beaucoup plus que le thé par exemple, qui lui aussi pousse pas partout sur la planète, etc. Je suis pas un expert en thé, mais je pense que ça va un peu plus. J'ai lu 15 fois plus que le thé, ce qui m'a semblé beaucoup. Mais si on prend tout le cycle de vie, en fait, je pense que c'est cohérent, parce que le thé, c'est une plante qu'on fait sécher, tandis que le café, derrière, il faut le torréfier, il faut l'extraire avec une machine qui est, elle aussi, qui a une grosse part d'impact dans le cycle de vie du café. Alors, il y a effectivement la torréfaction. Je voudrais qu'on s'y arrête longuement, parce que vous avez développé un procédé d'éco-torréfaction. Alors je dis ça, je dis super, mais alors comment ça marche quoi ? Donc en fait, nous, quand on a fait le constat, on a fait l'analyse de cycle de vie d'une tasse de café, donc on a regardé où étaient les impacts. Et donc, en fait, on a étudié la partie torréfaction, qui est habituellement torréfiée au gaz. Donc nous, en fait, on a développé notre propre machine et on fonctionne au pellet de bois. Donc, et via cette innovation, on réduit de 70% nos émissions de CO2. La suite, c'est également de faire de l'économie circulaire et de produire avec nos déchets. Donc là, on va aller venir toucher l'étape de fin de vie des déchets, d'aller produire notre propre énergie et d'être totalement autonome en fait. Mais c'est forcément au gaz ? Sur de la torréfaction, ça peut être à l'électricité et nucléaire, et à ce moment-là, on est dans un bilan carbone qui est bien meilleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur des petits volumes. Sur des petits volumes, c'est-à-dire sur un torréfacteur que l'on va avoir limite en personnel, c'est-à-dire de 1 ou 2 kilos par toutes les demi-heures, on va pouvoir torréfier au gaz. Sur des torréfacteurs avec des plus gros volumes qui correspondent à nos volumes à nous, l'électricité ne fonctionne pas. Enfin, n'est pas encore efficiente à 100%. D'où l'importance de créer donc ce système à partir de pellets de bois. Alors il y a plein de thèmes, donc faut que je choisisse. C'est pas si facile. Sur les déchets, tiens, continuons sur les déchets. Alors vos dosettes. Parce que c'est des machines à dosettes que vous proposez, c'est des grandes machines qu'on peut avoir parfois dans les entreprises, c'est quoi ? On a différentes typologies. Donc aujourd'hui, quand on a lancé la société, 70% de nos ventes, c'était les capsules. Donc on était parti de ce constat-là. Donc on avait développé une capsule home compost et on avait surtout développé un circuit de collecte et de compostage des capsules. Aujourd'hui, on suit la tendance du marché et ça s'est inversé. 70% de nos volumes sont du café en grains ou du café moulu et 30% de la dosette. Voilà. Et vous proposez aussi les machines qui permettent de faire le café ? Et donc là, cette année, en 2024, on a développé notre propre machine en partenariat avec un partenaire français qui est développé en France, qui est garantie 5 ans, recyclable, réparable et qui fonctionne avec des dosettes en papier recyclé. Donc c'est ce format de machine, ça va être la petite machine qui va faire entre 5 et 15 cafés par jour. Très bien. Sur les dosettes, qu'est-ce qu'elles
ils deviennent? Parce que là, on s'est créé un nouveau déchet quand même avec les dosettes, avec la question de l'aluminium, etc., etc. Moi, en fonction des entreprises dans lesquelles je travaille, parfois il y a un recyclage, on récupère les dosettes, parfois ça va avec le vrac, le tout venant. Comment vous avez adressé toute la problématique, c'est de récupérer en fait et de collecter les déchets, parce qu'après on peut mettre en place ce que l'on veut. Si ce n'est pas collecté, il n'y a pas de cercle vertueux. Donc nous, notre particularité, c'est que notre réseau de distribution, c'est via des franchisés ou des concessionnaires. Donc on maîtrise notre réseau de distribution. C'est-à-dire qu'on va chez notre client, on met à disposition une machine, on va mettre à disposition une box de collecte et de compostage. Donc, c'est-à-dire que cette box, on va la récupérer, on va massifier et on va la composter. Sachant que nos capsules sont également home compost, donc on peut aussi les composter à la maison. Mais là où on a le meilleur résultat, c'est quand nous on les récupère et qu'on les composte industriellement. Le transport, parce que vous nous l'avez dit, le café, espérons que le réchauffement climatique ne sera pas tel qu'il poussera ailleurs, mais pour l'instant, il pousse loin de chez nous, on va dire dans la zone équatoriale, pour simplifier. Comment vous le transportez? Quel partenariat vous avez mis en place pour faire venir cette matière première avant la torréfaction? Donc, avec notre agence d'éco-conception, en fait, on a créé une prospective à horizon 2050. On a identifié toutes les zones qui cultivaient du café. D'accord, et qui ne pourront plus en cultiver via le réchauffement climatique. Alors, à notre grande surprise, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. C'est vrai. Et donc, quelles zones vont disparaître? J'ai pas en tête, mais notamment le Brésil, et on le voit cette année avec la crise du café. C'est le Brésil produit 70% du café dans le monde. D'accord. Et aujourd'hui, on voit que le Brésil souffre de ce réchauffement climatique. Donc, il va falloir... Il y a des zones qui ne pouvaient pas produire du café qui vont pouvoir en produire. Donc, on a identifié ces zones. Et nous, en fait, on veut créer notre propre filière de café vert. Déjà pour avoir sur place des actions sociétales et auprès des producteurs. Oui, ça, on en reparlera de leur rémunération. C'est ça, de vérifier qu'ils sont payés à leur juste valeur et qu'il n'y a pas de travail d'enfant, etc. Puis après, il y a le transport. C'est ça. Et après, avec le transport, donc nous, on commence à ramener nos premiers cafés à la voile. Donc avec des voiliers cargo. Donc là, nos premiers cafés sont arrivés de Colombie et on veut vraiment développer. À horizon 2030, on veut être à 100%. Oui, parce que pour l'instant, c'est le début, c'est ça? C'est le début. C'est quelques pourcentages. Toutes les routes ne sont pas ouvertes. Là, on est en train de travailler aussi sur la partie Éthiopie qui est un de nos fournisseurs. Mais alors, voilier cargo, c'est forcément, je pose des questions peut-être à côté de la plaque, mais c'est forcément plus long, c'est forcément plus cher ou pas? Alors, c'est un peu plus cher, parce qu'aujourd'hui, c'est pas démocratisé. C'est plus court. C'est plus court. C'est plus court. C'est environ 3 semaines. Donc, et ça permet d'avoir une meilleure qualité de café, parce qu'il est mieux stocké. Il y a moins de risques qu'ils prennent l'humidité. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus court. Donc, on arrive à des cafés beaucoup plus frais. Alors, sur la rémunération, justement, comment vous œuvrez pour le déploiement d'une filière plus équitable? Alors, sur cette partie, on est au tout début. Donc, on travaille, on commence à aller voir dans les pays producteurs, de voir les coopératives qui nous fournissent, de voir comment elles fonctionnent, d'aller sur place, de regarder que les choses qui sont annoncées sont respectées. C'est pas si simple, parce qu'il y a souvent beaucoup d'intermédiaires, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'intermédiaires, mais aujourd'hui, c'est quand même une filière qui se responsabilise. Il y a quand même c'est plutôt... on commence à devenir avec des choses plutôt sérieuses. Donc vous réussissez à trouver ces partenaires, ça veut dire quoi? L'objectif, c'est d'être labellisé équitable, puisque vous dites on est au début du processus. L'objectif, c'est de maîtriser notre sourcing, d'être sûr à 100% d'où viennent nos cafés, de comprendre qui sont les gens qui font ce café, est-ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Et c'est vraiment déjà de comprendre tout ça. Et après, les labels, j'ai envie de dire, c'est une seconde étape pour venir certifier cette démarche. Mais avant d'aller chercher des labels, c'est vraiment déjà de mener les actions, en fait. Et est-ce que c'est du café bio? On a du café bio et on a du café non bio. Mais on essaye pareil à horizon 2030. On est vraiment sur cette target 2030. On aimerait avoir 90% de nos cafés en bio. C'est pas si simple de trouver les producteurs qui font du bio?
C'est pas si simple. Alors après, c'est toujours un rapport entre la demande du marché, Oui. le prix, l'équation économique, Évidemment, ouais. et les attentes du marché. Donc nous, par contre, quand on fait de l'éco-innovation ou quand on mène ces actions, on regarde toujours le volet écologique, mais également le volet économique. Parce qu'en fait, si économiquement c'est pas viable et qu'on ne le vend pas, mais on n'aura pas d'impact. C'est rien, on se fait plaisir, mais il n'y a pas d'impact. Okay. Donc il faut toujours peser le pour et le contre pour arriver quand même à avoir des produits qui se vendent et qui sont dans le marché. Ouais, merci beaucoup Léo Delon et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite, on va continuer de parler d'alimentation puisqu'on se pose la question de notre modèle agricole.